Super, très bien. Voilà. Je reprends. Donc aujourd'hui, notre chapitre portera sur le bilan. Dans un premier temps, nous allons donner une définition du bilan. Nous allons vous expliquer la signification économique du bilan, la notion du capital et finalement la structure du bilan. Rebonjour, oui, c'est Zosie. Désolée pour ce petit pépin technique, mais bon, ça va. Alors, je disais tout à l'heure que le bilan, c'est une image fidèle du patrimoine d'une entreprise. C'est exactement comme si vous prenez votre appareil photo et que vous figez l'instant, vous marquez la date, vous marquez l'heure, vous dites voilà, c'est une entreprise qui possède du matériel, des stocks, de l'argent, des créances clients, mais elle a aussi des dettes à payer. Et donc, le bilan doit automatiquement faire apparaître ces deux composantes. D'abord, le patrimoine de l'entreprise, ce que possède l'entreprise, et deuxièmement, les ressources qui ont été indispensables pour constituer ce patrimoine. Et donc, si je dois faire un petit benchmark et un rapprochement entre l'ensemble de ces biens patrimoniaux avec l'ensemble des ressources, l'ensemble des biens patrimoniaux possédés par une entreprise peuvent être des investissements. Et donc, je vous fais référence à ce que nous avons vu dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre portant sur les opérations réalisées par l'entreprise, c'est là où je vais voir l'impact comptable. Regardez, quand une entreprise réalise une opération d'investissement, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de l'investissement? C'est un bien durable, c'est l'acquisition d'un bien qu'on a appelé, selon le jargon comptable, immobilisation. Et une immobilisation, c'est un bien exploitable pour une longue période atteignant une année et plus. Voilà, ce qui va aider l'entreprise à disposer de ces biens durables pour une longue période. Il y a aussi des biens à court terme. Oui, l'entreprise possède aussi de l'argent, c'est des créances sur ses clients. Elle a fait confiance à ses partenaires, elle a vendu à crédit, donc on va dire qu'elle possède de l'argent, mais cet argent est encore dans la poche des clients, c'est ce qu'on appelle des créances. Mais l'entreprise possède aussi du cash, soit dans les comptes bancaires ouverts auprès du marché financier, soit tout simplement dans un tout petit coffre-fort que le directeur financier va acheter pour pouvoir disposer d'un peu de cash, financer les petites opérations. Et donc, votre photo, quand elle fige l'instant, vous dites, tiens, c'est une photo dans laquelle je retrouve les biens durables, je retrouve les créances circulantes et je retrouve aussi des disponibilités. Ça, c'est la partie 1, partie patrimoine. La deuxième partie, eh bien, c'est justement l'ensemble des ressources. Posez-vous la question, cette entreprise, comment elle a fait pour financer et l'achat des immobilisations, c'est-à-dire des biens durables, et aussi les stocks de marchandises ou de produits qu'elle va pouvoir commercialiser, et comment elle a fait pour obtenir quand même un cash dans sa trésorerie? Eh bien, si vous essayez de répondre à cette question, vous êtes en train de retrouver l'origine et la traçabilité des ressources financières d'une entreprise. Bien, pour retrouver ces ressources, c'est très simple. Normalement, je fais un benchmark entre les biens et les ressources. Pour moi, l'ensemble des biens possédés par l'entreprise, c'est ce que je vais appeler le patrimoine brut, d'accord? Et je peux vous confirmer que les patrons auront bien aimé fermer les yeux sur les dettes et ne faire apparaître dans le bilan que le patrimoine brut. Et malheureusement, vous devrez respecter la norme comptable. Vous êtes censé afficher aussi ce que vous avez eu au départ pour financer ces biens. La première des choses, on a besoin d'un capital, ce qu'on appelle en arabe ras el mal. Ce capital, souvent, n'est pas suffisant. Il faut le compléter par des dettes bancaires. Et par la suite, vous verrez que vous allez gagner la confiance des partenaires sur le marché. Les fournisseurs qui vont vous accorder des marchandises et vous envoyer des marchandises à crédit. Certains prestataires de services, des assurances, les sociétés de transport, les sociétés de com, là aussi, on va vous accorder des prestations de services à crédit. Donc, nous allons dire que les ressources sont de deux types. Il y a des ressources intrinsèques propres appartenant à l'ensemble des fondateurs, ce qu'on appelle les actionnaires, mais il y a aussi des ressources externes, et là, on va les appeler les dettes, ou bien ce qu'on appelle aussi les dettes exigibles. Donc, le patrimoine net, c'est exactement ce qui reste entre les mains des actionnaires. Si à un moment donné, ils veulent situer ce que génère le projet dans lequel ils ont investi tant et tant de millions de centimes, eh bien, le patrimoine net, c'est la différence entre ce que possède l'entreprise, les biens, les créances, l'argent, moins l'ensemble des dettes exigibles. C'est comme si vous situez l'entreprise
en arrêt d'activité et que vous voulez savoir si ce projet marche, qu'est-ce qu'il a généré comme résultat, c'est-à-dire comme richesse nette, vous situez justement le bilan de l'entreprise dans cette démarche. On a ici un petit exemple. Je vous prie de préparer vos calculatrices pour les personnes qui s'initient à la notion de bilan. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois vos commentaires et c'est avec un plaisir que je répondrai à vos questions sans problème. Soit des personnes initiées, déjà initiées, soit des personnes non initiées, il n'y a pas de souci. On est ici dans on va dire, un moment de partage, d'échange. Ma mission, c'est de vous banaliser la notion de comptabilité. Et je ne voudrais plus que vous ayez peur justement de cette discipline. C'est la squelette du système financier de l'entreprise. C'est la base du management de l'entreprise. Il n'y a pas une seule discipline dans les sciences de gestion qui ne fait pas appel à la comptabilité. Que vous le vouliez ou pas, les marketeurs utilisent la comptabilité, les scientifiques utilisent les éléments de la comptabilité. On ne peut pas, dans un laboratoire de recherche, négliger les budgets, négliger le chiffre d'affaires, négliger les dépenses. On a besoin d'avoir un minimum de connaissances dans, bien sûr, la comptabilité. Les financiers, bien sûr, c'est leur dada, la comptabilité. Les propriétaires, les fondateurs, ils ont besoin d'avoir quand même un système comptable transparent, fidèle à l'image réelle de l'entreprise. Donc, la comptabilité, elle est au cœur du métier du management de l'entreprise. Alors, revenons à notre exemple. Le patrimoine donc d'une entreprise ABC se présente comme suit. Elle dispose d'un fonds commercial pour une valeur de 300 000, une camionnette pour une valeur de 180 000, du mobilier de bureau pour 30 000 dirhams, un stock de marchandises pour 80 000, un ordinateur pour 5 000 dirhams, des créances sur ses clients pour 80 000, des dettes envers les fournisseurs pour 20 000 et un emprunt d'une longue durée auprès de sa banque pour 120 000 dirhams. Et finalement, elle encaisse des avoirs à la banque, ou plutôt un tout petit décalage. Vous pouvez mettre là juste une petite caisse de 5 000 dirhams, un tout petit décalage, mais je ne voudrais pas annuler la présentation PowerPoint pour recorriger, mais de toutes les façons, vous verrez tout à l'heure la valeur de la caisse. Elle a une petite somme en caisse et elle a aussi un compte bancaire alimenté d'une somme de 8 000 dirhams. Alors, un petit tri rapide entre ce qui est patrimoine brut et ce qui est ressources. Donc, le patrimoine et les ressources, qu'est-ce qu'elle possède l'entreprise? D'abord, le fonds commercial pour 300 000. Qu'est-ce que c'est que le fonds commercial? Pour que vous ne confondez pas, s'il vous plaît, beaucoup de gens confondent la notion de fonds commercial et la notion de fonds de commerce. Le fonds commercial, c'est un élément incorporel. C'est ce qu'on appelle Darija Serut. Et c'est ce que les banquiers l'appellent le pas de porte. Et c'est ce que les juristes l'appellent le droit au bail. Et nous, en comptabilité, on l'appelle un fonds commercial. D'accord? Alors, je vais vous expliquer d'une manière très, très simple, c'est quoi un fonds commercial. Alors, je prendrai le cas d'un entrepreneur et je prendrai le cas d'un propriétaire. Le propriétaire, il a hérité d'un magasin, on va dire un magasin, un héritage familial. Et l'entrepreneur, lui, le commerçant, lui, voudrait justement louer ce magasin à des fins commerciales et industrielles. Alors, l'entrepreneur, indirectement, il va s'associer avec le propriétaire du magasin dans un contrat de bail, ce qu'on appelle aqd kira. Sauf que le propriétaire, en recevant un tout petit loyer de 5 000 dirhams par mois, il va se sentir un peu lésé. Ben oui, lésé, parce que l'entrepreneur, une fois dedans, c'est pas à l'intérieur du magasin, ben il risque de ne jamais quitter le magasin. En plus de la marge bénéficiaire de la richesse générée à vie, le propriétaire va être un peu lésé. Donc, la seule manière pour indemniser le propriétaire, c'est qu'il a le droit d'exiger, d'accord? Alors, une part de cette richesse qui va être générée par l'exploitation de ce magasin à vie au moment de la signature du contrat.
c'est vrai que la nature du lien juridique, c'est un lien de contrat de bail entre le propriétaire, le malik ديال المحل, et l'entrepreneur. Et pourtant, c'est comme s'il s'agit d'une association professionnelle, d'un projet indirectement, l'un qui ramène le bâtiment, c'est-à-dire la construction, le magasin, et l'autre qui va ramener son capital, plus le savoir-faire, plus l'expérience, etc. Et donc, le propriétaire, il a pleinement le droit d'exiger sa part actualisée maintenant à l'instant zéro. Donc, la part actualisée de quoi? De la richesse. Ce magasin va générer à terme, on va mettre par exemple, je ne sais pas, on va mettre peut-être 10 millions de dirhams, si j'exagère. Vous avez droit à 10% dans les 10 millions, soit 1 million de dirhams, ça fait exactement 1 million de centimes. Petit commentaire ici, le fonds commercial, le droit au bail sur le plan juridique, effectivement. Voilà. Sur le plan juridique, droit au bail, les banquiers l'appellent le pas de porte. Et nous, comptabilité, on l'appelle bien sûr, fonds commercial. Et donc, ce fonds commercial, concrètement parlant, c'est quoi? C'est une simple autorisation accordée par le propriétaire du magasin, il accorde cette autorisation à cet entrepreneur ou à ce commerçant qui veut l'exploiter à des fins précisées industrielles commerciales dans le contrat, en contrepartie du paiement d'un loyer fixe mensuel, peut-être révisable chaque 2 ans, plus voilà, la valeur de l'exploitation, c'est-à-dire le prix de l'exploitation. Et donc, le commerçant sera parfois obligé de payer le coût de cette autorisation accordée. Comme cette autorisation, elle est accordée sur papier. C'est pour cela qu'on l'appelle, on va dire, un bien incorporel. J'aimerais bien attirer votre attention sur une chose. Le fonds commercial, ce n'est pas la construction, ce n'est pas la propriété juridique, mais chez le magasin, c'est pas ça. C'est une simple autorisation. Comme vous, bien sûr, vous avez cette autorisation pour une longue période qui dépasse 1 an. C'est pour cela qu'elle va faire partie, vous allez voir tout à l'heure, des biens durables, c'est-à-dire des immobilisations de l'entreprise. Voilà pour l'explication du fonds commercial. Encore une chose très importante concernant, s'il vous plaît, le fonds commercial, ne le confondez pas avec le fonds de commerce. Un fonds commercial, c'est une chose, et le fonds de commerce, il est lié au fonds commercial, mais c'est différent. Et d'ailleurs, les personnes qui sont initiées en comptabilité, vous ne trouverez jamais de compte qui s'appelle fonds de commerce dans le plan comptable marocain ou dans le plan comptable d'une entreprise. Jamais. Le fonds de commerce, c'est quoi? Eh bien, le fonds de commerce, il est composé de 2 choses. Il est composé de la partie incorporelle du fonds de commerce, c'est le fonds commercial, plus la partie corporelle, elle, ça peut être les machines, ça peut être les stocks, ça peut être l'immobilier de bureau, ça peut être le matériel de bureau, ça peut être les installations techniques, ça peut être le matériel de transport, vous voyez. Et chacune de ces composantes-là, elles ont bien un compte d'enregistrement comptable. Le matériel de transport, on a bien un compte concerné, les marchandises, les clients et tout un ensemble d'éléments qui ont bien leur imputation comptable. Alors que la même chose pour le fonds commercial, qui est un élément bien sûr incorporel, mais vous ne trouverez jamais de compte qui s'appelle fonds de commerce. Le fonds de commerce est composé de 2 parties, je rappelle. De la partie incorporelle, c'est le fonds commercial, et de la partie corporelle, d'un ensemble de biens qui ont un corps physique souvent, d'accord, et que vous allez devoir retrouver une imputation individuelle dans les comptes concernés. Donc, souvent, les gens se trompent malheureusement en disant j'ai acheté un fonds de commerce, alors qu'en réalité, ils ont acheté uniquement le fonds commercial. Donc, à titre de précision. Alors, deuxième bien acquis par cette entreprise, c'est la camionnette pour une valeur de 180 000. Le mobilier de bureau pour une valeur de 30 000, les stocks de marchandises pour 80 000. Alors, la camionnette, c'est un bien acquis. Le mobilier, c'est aussi un bien acquis. Le stock, c'est aussi un bien acquis. Il fait partie du patrimoine. L'ordinateur, le matériel informatique, c'est aussi un bien, bien sûr, faisant partie du patrimoine. Les créances clients, est-ce qu'ils appartiennent à l'entreprise ou est-ce que c'est une dette? Bien sûr, ils appartiennent à l'entreprise parce que les créances clients, c'est quoi? C'est la mobilisation des ventes à crédit. Quand moi, je vends à mes clients à crédit, j'envoie la marchandise et le client est censé me payer. Le client ne peut pas payer tout de suite, demande un délai de paiement. Eh bien, je vais considérer que suite à ce délai, à cet accord de décaler le paiement de ma créance client d'aujourd'hui
jusqu'à un mois plus tard, moi je possède une créance, c'est de l'argent qui est encore chez le client et qui n'est pas encore payé. Ça veut dire que c'est une partie de mon patrimoine qui attend juste un tout petit moment pour être mobilisée. Donc, c'est normal que les créances clients font partie du patrimoine brut de l'entreprise. Alors, les dettes envers les fournisseurs. C'est quoi une dette envers un fournisseur? Vous avez acheté auprès d'un fournisseur pour une valeur de 20 000. Vous avez le choix entre deux solutions. Ou bien payer cash tout de suite. Donc, vous allez ouvrir votre portefeuille, c'est-à-dire ouvrir le patrimoine que vous possédez. Une partie du patrimoine, c'est le compte bancaire. Prélevez 20 000 dirhams, donc ponctionnez votre trésorerie de 20 000 et payez votre fournisseur. Voilà la première situation. Deuxième situation, c'est que vous allez devoir demander à votre fournisseur de décaler le paiement de cette dette, parce que vous avez une petite, on va dire, situation financière délicate et vous voulez quelque part aménager votre trésorerie et vous n'avez que 20 000 dirhams dans votre compte bancaire. Si dans la deuxième situation, vous dites oui, mais j'hésite à payer ou pas, si je paye, la conséquence, c'est que je vais me retrouver avec un compte caduc égal à zéro. Et donc, avoir 0 dirham dans le compte bancaire, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas que le fournisseur, il y a les autres charges à payer, il y a les dettes fiscales, sociales, les salaires, les loyers, etc. Et donc, votre fournisseur, gentiment, s'il vous accorde un délai de paiement, vous gardez les 20 000 dans votre compte bancaire, ce qui va vous aider à financer sans problème les autres dépenses imminentes et urgentes. Dans cette situation-là, c'est-à-dire dans ce deuxième cas, le fournisseur vous accorde une ressource. C'est comme s'il vous a donné une ressource. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons les ressources, d'accord, les dettes fournisseurs plutôt, dans les ressources de l'entreprise. Alors, les espèces en caisse, c'est de l'argent appartenant à l'entreprise. C'est normal, on va les voir au niveau de l'actif. Et puis, l'avoir en banque, c'est aussi de l'argent que possède l'entreprise. C'est normal, on va le voir aussi dans le patrimoine. C'est-à-dire, on verra tout à l'heure, j'ai prononcé le mot actif, mais on verra, ça fait partie aussi de l'actif de l'entreprise, c'est-à-dire du patrimoine de l'entreprise. Donc, un petit récap. Le fonds commercial patrimoine, camionnette patrimoine, mobilier patrimoine, stock patrimoine, ordinateur patrimoine, créance patrimoine, dette fournisseur ressources, emprunt auprès de sa banque, c'est aussi une ressource, je les appelle à ligne, c'est clair, c'est un soutien financier de la part de votre bailleur de fonds qui est la banque. Et donc la banque, quand elle vous prête de l'argent, c'est une dette à payer. L'espèce à la trésorerie, c'est du patrimoine et l'avoir en banque, c'est du patrimoine. J'ai ici une petite question de la part de M. Lazouzi, voilà, comment valoriser le patrimoine valoriser le montant du fonds commercial. La première des choses, c'est que la comptabilité, elle est gérée par des principes. Et l'un des principes, on va voir ces principes-là, ne vous inquiétez pas, on va y aller au niveau de la progression pédagogique, tout en douceur, de manière à ce que les personnes qui suivent ce live puissent finalement être imprégnées de la logique comptable d'une manière très simple. Et je peux vous assurer que vous n'aurez pas de soucis par la suite, même si vous voulez qu'on avance à un niveau de comptabilité très approfondi, même au niveau des normes IFRS, il n'y a aucun souci. Alors, l'un de ces principes, c'est le principe du coût historique. La loi sur la comptabilité, qu'on appelle aussi le Code général de normalisation comptable, stipule que selon ce coût historique, chaque bien introduit dans le patrimoine de l'entreprise ne doit jamais changer de valeur d'origine. Vous n'avez en aucun cas le droit de changer la valeur d'origine. La valeur d'origine doit être inscrite définitivement jusqu'à ce que l'entreprise décide de céder ou de faire disparaître, ou bien que le bien soit quelque part détourné ou être volé, ou ainsi de suite. Et donc, vous n'avez en aucun cas le droit de changer la valeur d'origine du bien. Par contre, la valeur marchande, c'est-à-dire la valeur du marché actuel,
quand je la compare, je la rapproche par rapport à la valeur d'origine, c'est-à-dire cette valeur comptable que j'ai inscrite dans le bilan, je vais remarquer un écart entre ce que j'ai inscrit, on a peut-être un fonds commercial de 300 000, on sait tous très bien que les fonds commerciaux qui ont été acquis il y a 10 ans, ben, bien sûr, ils valent 10 fois cette valeur. Donc, vous avez des commerciaux qui vous disent, oui, mais j'ai acheté Sarot à 30 millions de centimes, maintenant Sarot, il vaut 300 millions de centimes. Et donc, pour moi, il faut que le patrimoine soit revalorisé. Si vous tenez votre comptabilité selon la loi sur la comptabilité classique, c'est selon le Code général de normalisation comptable, vous n'avez pas le droit de changer cette valeur d'origine, d'accord? Et vous êtes uniquement, malheureusement, dans une situation un peu embarrassante parce que votre patrimoine vaut beaucoup plus. Le Code général de normalisation comptable vous oblige à respecter ce principe. Par contre, il y a un principe de prudence. Là aussi, des principes, ils sont au nombre de 7, comme les 7 merveilles. Hein. Ça va vous faire rire, mais je peux vous assurer que pour mémoriser les 7 principes, il y a le principe du coût historique, il y a aussi le principe de prudence. On va y aller doucement et au fur et à mesure, je vais vous annoncer, je vais vous rappeler ce que nous avons vu comme principe comptable dans les anciennes séances. Donc, il y a le principe de prudence qui stipule que les sociétés ont intérêt à constater toutes les dépréciations du patrimoine, soit sous forme de dépréciation définitive, on verra qui porte l'appellation amortissement, soit sous forme de dépréciation qui sont réversibles, c'est-à-dire que je peux modifier, je peux revenir sur mes pas et ajuster les montants sous forme de provision. D'accord? Et là, c'est uniquement dans le cas de dépréciation de baisse. Mais que ce soit sous forme d'amortissement, que ce soit sous forme de provision, il y a bien sûr des imputations comptables qui sont bien précises, qui sont à clarifier, mais ça va dans le sens uniquement de la baisse de la valeur. Par contre, l'appréciation du fonds commercial, eh bien, mon cher ami, on est obligé de passer aux normes de comptabilité internationale si vous voulez revaloriser votre patrimoine. Et ce n'est pas l'objet de cette séance aujourd'hui. Et ce n'est pas l'objet aussi de ce cours. On y va doucement, peut-être, pourquoi pas, une fois arrivé, on va dire, au dernier chapitre de ce cours, on passera peut-être à des normes, à un cours de comptabilité internationale, pourquoi pas, et on va vous montrer comment revaloriser et ajuster la valeur selon la juste valeur, ou ce qu'on appelle en anglais la fair value. Alors, je reviens à l'exercice et regardez, quand je présente ces composantes-là dans le patrimoine de l'entreprise, j'appuie sur le OK. J'espère que ça va marcher. Sur le OK. J'espère que ça va marcher. Et alors, logiquement, ça marche très bien. Voilà. Alors, si je dois situer les éléments financiers de cet exercice dans le patrimoine de l'entreprise, donc dans regarder les différentes composantes appartenant au patrimoine de l'entreprise, j'ai des biens d'abord qui sont durables. Le fonds commercial, on avait dit, c'est une autorisation accordée par le propriétaire pour une longue période. Exactement ce qu'il y a, c'est les provisions, voilà. Mais je ne veux pas, je ne voudrais pas anticiper sur des choses que nous allons voir progressivement, Inch'Allah, dans les prochaines séances. Moi, je suis dans une logique pédagogique très progressive, de manière à ce que même les personnes qui n'ont jamais été initiées à la comptabilité puissent suivre avec moi ce cours. C'est très difficile de banaliser, mais c'est facile de hausser le niveau. Quand je hausse le niveau, vous avez un auditoire et des personnes très initiées, donc vous allez droit au but. Mais quand vous avez un auditoire très hétérogène, moi, je préfère y aller doucement pour que chaque partie soit bien assimilée par les personnes qui s'intéressent à ce cours. Donc, regardez, je reviens donc à mon exercice. Les différentes composantes durables, le fonds commercial, vous avez la voiture, vous avez le mobilier, vous avez les stocks et vous avez aussi les ordinateurs. L'entreprise a des créances sur ses clients, c'est les ventes à crédit pour 80 000, mais il a aussi des disponibilités, c'est ce qu'on appelle la trésorerie. On peut utiliser aussi le mot disponibilité, c'est-à-dire l'argent disponible cash immédiatement. C'est les soldes bancaires, ce qu'on appelle l'avoir à la banque, et les espèces en caisse.
De l'autre côté, les dettes de l'entreprise, l'entreprise a une dette exigible à payer. Exigible, ça veut dire vous n'avez pas le choix. Il faut ponctionner vos trésoreries pour payer la banque. En tout cas, la banque, elle prélève automatiquement de votre compte bancaire. Hein. Et vous avez aussi des dettes envers les fournisseurs de 20 000. Et donc, si je fais la différence entre l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise, le patrimoine brut, et l'ensemble des dettes exigibles, c'est les dettes auprès de la banque et les dettes fournisseurs, je me retrouve avec un patrimoine net de 425 000. Ça veut dire que les actionnaires, s'ils veulent déterminer leur situation nette comptable et savoir exactement ce projet l'entreprise ABC dans laquelle on a investi tant d'argent il y a des années. Maintenant, si l'on veut arrêter le projet et partager ce qui reste, eh bien, je liquide mon actif, je vends le fonds commercial, les véhicules, le mobilier, les stocks, je demande aux clients de payer, j'ajoute tout le pactole à l'argent disponible à la banque, la caisse, je paye bien sûr les dettes fournisseurs, les dettes envers la banque, il me reste donc un reliquat net de 425 000. C'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Voilà. Alors, le bilan dans ce cas, c'est donc un document comptable établi sous la forme d'un tableau en deux parties. Une partie appelée ressources, c'est la partie passif, et une partie appelée emploi, c'est la partie actif. Donc, c'est un tableau en deux colonnes. Et c'est bizarrement, quand je demande à mes étudiants ingénieurs, ben, c'est quoi le bilan? C'est toujours la définition mathématique. C'est un tableau, madame, en deux colonnes, actif, passif, droite, gauche. Alors que moi, je voudrais que vous ayez un peu de recul par rapport, s'il vous plaît, à ces schémas, à ce que vous interprétez la signification de chaque élément. C'est justement cette capacité à faire parler les chiffres, à interpréter chaque composante qui va vous aider à avoir votre propre appréciation du patrimoine de l'entreprise et vous n'oublierez jamais chacune de ces composantes. Donc, la composante droite, c'est votre droite, c'est les ressources. La composante gauche, c'est votre gauche, c'est les emplois. La droite, les ressources, c'est le passif. La gauche, les emplois, c'est l'actif. Comment se présente donc mon bilan? Mon bilan, schématiquement, c'est-à-dire un tout petit schéma très simple, va faire apparaître à l'actif l'ensemble des biens de l'entreprise qu'elle possède, les biens durables, les créances circulantes et l'argent aussi disponible dans la trésorerie. Dans le passif, on verra les capitaux propres, c'est-à-dire le patrimoine net, et les dettes de l'entreprise. Le schéma global me donnera dans ce cas mon tableau. L'actif, c'est l'ensemble des emplois, c'est l'ensemble des biens possédés par l'entreprise. Le passif, c'est l'ensemble des ressources de l'entreprise. Nous allons considérer que ces ressources ont été employées, c'est-à-dire utilisées en emploi, d'où le mot emploi. Et vous verrez que les ressources sont de différentes natures. On verra tout à l'heure le détail. La même chose pour les emplois peuvent être de différentes natures. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, avec un grand plaisir, je répondrai à vos questions. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, le bilan, c'est un document fidèle représentant d'une part à votre gauche les ressources nécessaires pour constituer le patrimoine, qu'on appelle passif, d'autre part l'ensemble des emplois de ces ressources-là qu'on appelle actifs, et n'oubliez jamais que quand on représente un bilan, je suis censé retrouver l'équilibre entre le total actif et le total passif. Un bilan non équilibré, c'est un bilan qui pose un sérieux problème. Vous êtes censé retrouver l'origine de ce déséquilibre.
votre total actif doit être au centime près exactement égal au total passif. On verra, Inch'Allah, par la suite, que quand on entend parfois des commentaires, soit l'entreprise telle avec un total bilan, le total bilan, c'est toujours le total actif. Hein. On ne veut pas penser aux mauvaises choses, c'est-à-dire les dettes, etc. On s'intéresse beaucoup plus à ce que possède l'entreprise. Et donc, quand moi je retrouve cet équilibre, et j'essaie de le mentionner dans mon exercice, regardez. Donc, l'exercice de l'entreprise ABC, je vais décortiquer les différentes composantes. L'ensemble des biens acquis par l'entreprise sous forme de fonds, les véhicules, le mobilier, les stocks, l'ordinateur, les créances clients et l'argent disponible dans la banque. Tous ces éléments-là représentant un total de 565 000 dirhams, exactement égal à l'ensemble des ressources, c'est-à-dire le passif, composé de capitaux propres de 425 000, d'emprunts auprès de la banque de 120 000, et des dettes fournisseurs de 20 000 dirhams. Je me suis bien assurée de la notion d'équilibre. Voilà du bilan. On a bien un total actif exactement égal au total passif. Voilà un deuxième exemple. Au 31-12 de l'année N, vous avez la possibilité de prendre vos calculettes et de faire l'exercice avec moi et puis de poser des questions au cas où certains chiffres au niveau du bilan posent un souci. Alors, la fin de l'année N, le 31 décembre, un commerçant, pratiquement, c'est comme s'il prend une photo et nous donne la situation de son commerce. Alors, le capital de départ, il est de 1 314 000 dirhams. Un fonds commercial d'appareils électroménagers évalué à 400 000, on l'a déjà expliqué. Le matériel est estimé à 160 000. Le mobilier à 80 000. Il a aussi au magasin 440 000 dirhams de marchandises. Ses clients lui doivent la somme de 100 000. Ses disponibilités en caisse, c'est-à-dire l'argent mis dans le coffre-fort, 14 000. Et son compte bancaire est alimenté d'une somme de 260 000 dirhams. Il doit, par contre, à ses fournisseurs, une coquette somme de 140 000 dirhams. On vous demande de présenter le bilan de ce commerce à quelle date? Au 31 décembre. Je récapitule. Un bilan, c'est une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. À une date précise, je dois disposer de la date. Je dois bien séparer les éléments ressources passives des éléments actifs emploi. Et je dois veiller à équilibrer mon bilan. Autrement, n'oublions jamais la date. N'oublions jamais la séparation entre actif et passif et n'oublions jamais l'équilibre entre l'actif et le passif. Vous êtes en train d'apprendre progressivement les notions de, bien sûr, d'équilibre du bilan. On va faire une petite correction orale. D'abord, le capital, 1 314 000, va faire partie de quoi? Va faire partie des ressources de l'entreprise. C'est les capitaux propres. Le fonds commercial, c'est un bien emploi, va faire partie de l'actif. Le matériel, c'est un bien emploi, va faire partie de l'actif. Le mobilier, c'est un bien emploi, il va faire partie de l'actif. Alors, 440 000 dirhams de marchandises, c'est des biens appartenant à l'entreprise, c'est un actif. Ses clients lui doivent la somme de 100 000, c'est de l'argent appartenant à l'entreprise, mais encore dans la poche des clients. J'avais dit tout à l'heure, quand l'entreprise vend à crédit, elle accorde une facilité de paiement à ses clients. Donc, c'est comme si elle laisse dans la poche des clients 100 000 dirhams. C'est de l'argent mobilisable à terme, pas immédiatement, mais c'est de l'argent qui appartient à l'entreprise. C'est normal que les clients, ou ce qu'on appelle les créances clients, doivent apparaître dans l'actif. Alors, ces disponibilités en caisse sont de 14 000, c'est un coffre-fort. C'est de l'argent, bien sûr, dans le coffre, c'est un bien appartenant à l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les ressources avec les disponibilités, la caisse et la banque, parce que pour eux, je comprends au début, c'est normal, c'est tout à fait légitime au début de faire cette confusion entre l'argent disponible et voilà et les ressources. Il faut faire la différence entre ce que vous possédez et les ressources qui ont été indispensables pour constituer ce que vous possédez. Je m'explique. Au départ, quand vous créez une entreprise, vous avez entre amis ou des collègues et puis entre associés,
Vous mettez en commun votre apport. Il y a ceux qui ramènent le cash, il y a ceux qui ramènent du matériel, il y a ceux qui ramènent un magasin. Et puis, vous commencez à constituer ce patrimoine. Vous achetez un peu de matériel, un peu de stock. C'est-à-dire, vous êtes en train d'utiliser, d'employer votre capital. Et parfois, ce capital n'étant pas suffisant, vous allez devoir contracter un crédit bancaire pour compléter le financement. Donc, vous allez là aussi commencer à employer, c'est-à-dire à utiliser ce crédit. Parmi les emplois de cet argent-là, c'est que vous êtes censé avoir un petit coffre-fort. Donc, voilà, la caisse, c'est un emploi. Mais aussi, vous êtes censé ouvrir légalement un compte bancaire et vous employez donc le reliquat dans la caisse et dans la banque. Donc, la caisse et la banque font partie des emplois, s'il vous plaît, et jamais du passif. Je ne voudrais pas déborder sur la trésorerie passive, si vous voulez. Ne précipitez pas, on y va doucement. Donc, déjà, ici, c'est de l'argent appartenant à l'entreprise. Je vais aller voir dans l'actif et non pas dans le passif. Alors, il doit à ses fournisseurs la somme de 140 000 dirhams. C'est normal. C'est une dette, c'est une ressource. Parce que j'expliquais tout à l'heure que le fait que vous avez dans votre compte bancaire 140 000 dirhams et que vous avez le choix entre deux solutions. Prélevez tout de suite 140 000 dirhams, payez immédiatement le fournisseur, il vous restera 0 dirham dans votre compte bancaire. Vous allez avoir un petit souci financier. Parce qu'il y a les autres dettes qui apparaissent, les loyers, l'électricité, l'eau et les autres dettes fournisseurs et ainsi de suite. Donc, la première solution, un peu délicate parce que vous n'avez que 140 000 dirhams dans votre compte bancaire. Qui dit ponctionner votre compte bancaire de 140 000 veut dire laisser tout simplement 0 dirham dans la banque. Et ça, c'est pas bon. Deuxième solution, demander au fournisseur un délai de paiement. Ça veut dire demander au fournisseur de vous accorder un crédit commercial. Et dans cette deuxième solution, vous laissez 140 000 dirhams dans votre compte bancaire. Quand vous laissez cette somme-là, cette somme, elle vous appartient. C'est vrai, momentanément, avec cette somme, je pourrais payer les achats, les autres fournisseurs, le loyer, l'assurance, le transport, le service de conseil et ainsi de suite. Je pourrais payer tout un ensemble de dépenses. Donc, en réalité, ce fournisseur, quand il vous laisse 140 000 dirhams pendant une période d'un mois, c'est comme s'il vous a accordé un crédit ou bien une ressource. C'est ce qui justifie pourquoi les fournisseurs font partie des ressources de l'entreprise. Quelle signification donner au bilan? Le bilan, on avait dit, c'est une image fidèle du patrimoine de l'entreprise à une date précise, qui exprime dans son actif l'ensemble des emplois et des biens possédés par l'entreprise, dans son passif l'ensemble des ressources indispensables pour ce patrimoine. Économiquement parlant, le bien ou l'actif du bilan se confond exactement avec l'actif de l'entreprise. Il exprime l'ensemble des biens détenus par cette entreprise de différentes natures, matériel, mobilier, stock, créances clients, immobilisation, machines, terrain, construction, et ainsi de suite. Certains de ces biens sont achetés au moyen de capital de création, ce qu'on appelle Raslmal, mais parfois, ce capital n'étant pas suffisant, on va devoir compléter le financement par des concours bancaires et aussi par des dettes fournisseurs. Le bilan donc permet d'établir l'origine des biens, c'est-à-dire l'origine de financement des biens, et aussi les fonds qui ont été nécessaires pour l'acquisition de ces biens. Donc, soit c'est des capitaux propres, investis par les propriétaires, soit des capitaux étrangers prêtés par les bailleurs de fonds, mais aussi par les fournisseurs, d'accord, les prestataires commerciaux et ainsi de suite. Le bilan donc exprime toujours dans son passif l'ensemble des ressources. Mais ces ressources-là, qui au début paraissent comme étant c'est des ressources disponibles, faites très attention. Quand vous créez une entreprise, vous créez une personne morale. Vous, les actionnaires au début, vous avez ramené votre capital. Vous avez accordé ce capital à qui? À la personne morale que vous avez créée, c'est-à-dire à l'entreprise. Donc, l'entreprise devient l'intermédiaire entre vous, les actionnaires, les fondateurs, les propriétaires de l'entreprise
et l'ensemble du marché composé par toutes les parties prenantes de l'entreprise, les banquiers, les clients, l'État à travers le fisc, les autres prestataires de services, les fournisseurs, les concurrents et ainsi de suite. On a l'impression que l'entreprise va jouer le rôle d'intermédiaire entre les fondateurs qui ont investi des capitaux propres et l'ensemble de ces acteurs de manière à générer quand même une activité rentable. Mais si l'un des actionnaires désire quitter l'entreprise, c'est normal que l'actionnaire a le droit de se faire rembourser. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste vous expliquer d'une manière simple. L'actionnaire a le droit de se faire rembourser. Donc, nous allons considérer que les actionnaires, ils ont accordé la première ressource, le capital, mais en réalité, c'est une dette de la personne morale. Et donc, la première ressource, c'est aussi la première dette. Cette première dette ou cette première ressource, parfois, n'est pas suffisante. On va devoir la compléter par des crédits à long terme, par des crédits fournisseurs. Et dans ce cas, nous allons dire que après cette première ressource, c'est-à-dire cette première dette, d'autres ressources, c'est-à-dire d'autres dettes vont apparaître. Ce que je vais expliquer ici dans cette partie, c'est que le passif présente dans le côté apparent de la médaille, le côté beau, le côté qui est bien, c'est l'ensemble des ressources, c'est l'ensemble des moyens, n'est-ce pas, financiers de l'entreprise. Mais malheureusement, dans le côté un peu qui fâche, c'est le revers de la médaille. Ces ressources-là représentent des dettes de la personne morale. Autant que ces dettes sont très importantes, autant que c'est bien, l'entreprise pourra trouver facilement les moyens de financement, autant que le jour de la liquidation de l'entreprise, l'opération s'avère un peu délicate. Quand je dis liquidation, c'est cessation d'activité, c'est des actionnaires qui vont faire dissoudre le projet, ils veulent récupérer les montants investis initialement et donc pour réfléchir 1000 fois avant de monter un projet, réfléchissez s'il vous plaît à l'interprétation de cette notion de dette. Une deuxième remarque concernant le passif. Les premiers fondateurs de l'entreprise ramènent le capital, ce qu'on appelle souvent le capital social. Donc, vous avez mis en commun vos apports, vous avez prêté ce capital social à la personne morale et vous avez demandé à la personne morale de commencer à travailler. Bien sûr, vous allez manager, vous allez gérer, vous allez faire en sorte à ce que l'entreprise gagne et génère de l'argent. Et vous allez chercher, bien sûr, à prélever des ressources, c'est-à-dire des dividendes, c'est des parties des résultats. Et vous allez veiller finalement à ce que votre entreprise soit super gérée. Sauf que la loi, elle précise, parce que vous avez été l'initiateur de ce projet, faites très attention. Si ce projet marche, c'est que vous l'avez bien géré. Si ce projet ne marche pas, c'est que vous l'avez mal géré. Et comme cette personne morale, elle a engagé des transactions, des opérations avec les banquiers, les fournisseurs, le fisc, les salaires, etc., on ne peut pas s'amuser à autoriser quand même, on va dire, une mauvaise gestion d'une affaire. Vous devrez assumer vos responsabilités. Ça veut dire que le capital de départ, c'est vrai, c'est la première ressource, c'est aussi la première dette, mais nous ajoutons quand même un autre qualificatif de ce montant-là, c'est malheureusement la responsabilité juridique des actionnaires, ce qu'on appelle le مسؤولية القانونية للمساهمين. Autant que vous êtes engagé dans le capital, autant que vous êtes responsable. Un associé engagé avec une somme de 100 000 dirhams dans un capital suppose qu'il a une responsabilité juridique exactement égale à 100 000. Ça veut dire que si vous voyez dans les bilans d'une entreprise un capital de 10 millions de dirhams, c'est-à-dire milliards de centimes, c'est que cette entreprise a une responsabilité juridique envers les partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire envers ses créanciers de 1 milliard de centimes. Et c'est normal, autant que vous êtes engagé, autant que la responsabilité augmente. Mais aussi, de l'autre côté, autant que vous êtes engagé, autant que vous allez tirer un maximum, bien sûr, de bénéfices du résultat de l'entreprise. Je pense qu'on a fini notre séance d'aujourd'hui. On s'est arrêté au niveau du capital, Inch'Allah Rahman Rahim. On reviendra la semaine prochaine, d'accord, avec la suite de ce chapitre. On va revenir exactement à ce point de notion de capital.
Vous voyez, je ne suis pas dans l'apprentissage par cœur, je ne suis pas dans des chiffres à droite et à gauche, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Je voudrais que vous compreniez le comment de la chose, c'est-à-dire comment constituer un bilan, comprendre les composants d'un bilan et même pour les personnes, par exemple, des personnes qui ne sont pas très initiées, qui sont déjà en activité, ils vont devoir comprendre un tout petit peu pourquoi certaines sociétés font faillite, d'autres sociétés qui veulent prendre plus de crédit, et ainsi de suite. Vous verrez, hein, on verra, on va approfondir la notion du capital et notamment l'aspect responsabilité juridique ou next time, la prochaine fois, mardi prochain à la même heure, Inch'Allah. On va, la prochaine fois, Inch'Allah, attaquer les composants de bilan avec la structure d'actifs et la structure de passifs. D'ici là, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. J'ai été très ravie de voir vos commentaires aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Préparez vos questions, le cas échéant. Pas de souci, la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous le mardi prochain, Inch'Allah Marahim, à 10h, même heure. Passez une bonne semaine. Wa fi amanillahi wa hifdih. À très bientôt.